Vous m'entendez bien? Bonsoir. Bienvenue à TVA. Mon nom est Jean Veillette. Je travaille au département d'ingénierie et on est content de vous avoir ici ce soir. On va avoir, notre soirée va se séparer en deux parties. Première partie, nous allons avoir François Aubry qui travaille au contrôle de qualité à TVA. Principalement, il fait du vidéo, mais il fait aussi, c'est notre spécialiste aussi en audio. Il va nous entretenir de la situation du loudness à TVA, comment on vit notre loudness au quotidien, comment ont été nos débuts, puis où on veut aller. Et en deuxième, on va avoir une pause après la présentation de François. Et en deuxième partie, on aura les gens de Minnetonka, qui Jayson, Tomlin et Jim Weber, qui vont venir nous parler aussi de loudness, mais au niveau du fichier du file-based, nous entretenir de comment faire, des workflows, comment procéder, et tout ça. J'aimerais remercier, parce que pour une soirée qui est comme ça, ça ne se fait pas tout seul. J'aimerais remercier Benoît Belair qui m'a aidé énormément à la préparation de la salle ici. Et j'aimerais aussi remercier le commanditaire qui est Sonotechnique, qui nous a, dans le fond, ce que vous avez vu à l'entrée, le café, tout ça, et qui nous a aidé là, à préparer la soirée en invitant les personnes qui vont nous présenter la deuxième partie. Sur ce, je laisse la place à François. Donc, bonsoir, bienvenue à TVA. Je m'appelle François Aubry, je suis technicien au contrôle de qualité. Je suis aussi passionné de musique et, je vais le dire, un audiophile. Ce soir, je vais vous parler de trois choses. En premier, on va parler de Loudness War. Deuxièmement, je vais revenir sur le concept de loudness. Et puis, je vais parler des deux objectifs vraiment que ça vise. Parce que, oui, évidemment, l'objectif est de normaliser les niveaux sonores, l'intensité sonore, mais aussi, c'est un appel à un retour à des pratiques de qualité en son. C'est beaucoup ça qui a retenu mon attention, qui a suscité mon intérêt quand je me suis impliqué dans cette démarche-là. Enfin, je vais vous présenter notre plan d'action. Le plan d'action qu'on a mis sur pied à TVA, de travailler en amont plutôt qu'en aval. Et tout ça dans le but de préserver la dynamique et l'intention artistique des créateurs de contenu. Je vais vous demander d'être indulgent. Ma présentation ne sera pas un modèle de francisation, donc je vais passer du français à l'anglais. On n'est pas très bon ici à TVA. Donc, tout le monde connaît cette image-là, les commerciaux forts. En broadcast, vraiment, on peut dire que tout tourne autour des commerciaux. Les commerciaux sont trop élevés. C'est vraiment l'ennemi numéro un, les commerciaux. Et c'est ce qui fait qu'on a eu tant de plaintes des téléspectateurs. En fait, la plus grande partie des plaintes qui sont adressées au CRTC concernent les niveaux trop élevés des commerciaux. Puis même quand on parle autour de nous avec des copains de notre travail, de ce qu'on fait au travail, souvent, c'est ce qui revient le plus souvent. On nous dit « Vos commerciaux sont trop élevés. » Pourquoi vos commerciaux sont trop élevés? Certains même vont nous accuser de faire exprès pour augmenter le niveau des commerciaux. On a beau se défendre, mais souvent, ils ne nous croient pas. Et puis, c'est toujours le diffuseur qui est pointé du doigt. Donc, pour moi, ça a toujours été clair que les commerciaux étaient vraiment le nerf de la guerre. Puis la loi canadienne, si on regarde les écrits, parle de plaintes sur les niveaux assourdissants des commerciaux, des mesures de contrôle de l'intensité sonore des messages publicitaires, le CALM Act aux États-Unis, Commercial Advertisement Loudness Mitigation Act, c'est vraiment toute part des commerciaux. Bon, encore aujourd'hui, même après un an qu'on vit avec la loi et les nouvelles normes, beaucoup de producteurs de pubs continuent à nous livrer du matériel qui est extrêmement compressé et très élevé en loudness.
Puis c'est encore à nous, les diffuseurs, de réparer les pots, de normaliser. On doit constater encore qu'on est vraiment en plein milieu du Loudness War. C'est vraiment bien installé et c'est pas prêt, cette culture-là, de disparaître. Et même ici, à TVA, les mauvaises habitudes sont coriaces, je peux vous dire, dans certains cas. Donc, le cancer est aussi généralisé. Ça ne s'est pas juste présenté ici dans le monde du broadcast, mais ça s'est présenté dans le monde de la musique, à la radio, etc. Et puis, au point où on a vu dans le domaine musical, depuis 20 ans, vraiment, le patrimoine musical, vraiment affecté d'une façon dramatique par ces pratiques-là. Et puis, j'aime bien donner l'exemple d'une tune de Michael Jackson, Black or White. Ici, on voit le timeline. La première version, quand c'est sorti en 91, on voit, bon, il y a un peu de pic quand même. Il y a de la dynamique. Une seconde version en 95 a été sortie, la version CD, où on voit qu'il y a déjà un peu d'écrêtage, puis que le tout a été un peu remonté vers le haut. Donc, il y a eu une augmentation de l'intensité sonore. Et comble de tout, en 2007, il y a eu une remasterisation où on voit que là, il ne reste plus grand-chose. Tout a été écrété, tout a été monté vers le haut. Et puis, quand vous écoutez ça, bien, sur un système de son le moindrement décent, c'est pas écoutable. Vous pouvez l'écouter un petit peu, mais il y a rapidement une fatigue auditive, listener's fatigue, là, qu'on voit souvent des conférences, qui va s'installer. Et puis, non seulement c'est fort, mais les timbres, pardon, les timbres sont dénaturés. Donc, on ne peut pas écouter ça, ce type de musique-là, mixer comme ça très, très longtemps. Évidemment, avec l'avènement du monde numérique, bien, on a eu des outils de plus en plus puissants pour aller encore plus loin là-dedans. Et puis, je dirais que depuis une vingtaine d'années, il s'est installé une espèce de culture de la compression des niveaux à divers degrés. Et en production, en post-prod, en mastering, évidemment. Et même, je dirais que pour les gens qui mixent dans le son aujourd'hui, les audiomanes, les mixeurs en post-prod, c'est un défi un peu de passer d'une normalisation en fonction des pics et une normalisation qui est basée sur le loudness. Ça demande une approche différente et un certain entraînement. Au début même, il y a une certaine insécurité que j'ai remarquée de la part des gens de son à ne pas retenir les pics autant. On reconnaît ici quelques-uns de nos commerciaux, puis peut-être une couple de nos promos aussi, je dirais. Donc, dans un premier temps, TVA, quand la norme est sortie, comme première réaction, bien, on a fait un peu comme tout le monde. On a installé des processeurs de type leveler à la sortie de chacune de nos stations. Après un certain temps, on s'est rendu compte que tout ça avait un impact énorme sur le son de tout notre contenu, l'ensemble de notre contenu. Notre son manquait d'impact. Il y avait très peu de dynamique. Et là, ça nous a sauté un peu d'en face quand on a commencé à regarder nos productions en TVA Sport. On créait aussi des artefacts importants de pompage qui étaient très visibles, entre autres, sur des téléromans, où les criquets, à un moment donné, étaient rendus assis entre les deux personnages dans le salon. Puis, ce qui nous a valu une rencontre avec un de nos producteurs de téléromans extérieurs, où il a fallu qu'on ajuste certains trucs. Donc, en faisant ça comme ça, on se rendait compte qu'on pénalisait déjà du matériel qui était déjà normalisé en loudness, avec cette approche-là d'un processeur à la sortie. Tout passait dans le collimateur, normalisé ou pas. On a bien essayé d'ajuster nos ALC, nos processeurs, mais les résultats demeuraient insatisfaisants. Puis, on doit dire qu'au départ, un peu, même dans toute l'industrie, il y a eu de la confusion. Je vous donne un exemple. Même Vidéotron avait installé des ALC à la sortie de chacune de nos stations, ce qui fait que pendant un court laps de temps, on a fait du double processing. Puis quand on s'en est rendu compte, bien évidemment, on a fait
débarquer ces processeurs-là. Donc, on faisait ce qu'on appelle du sausage processing, ce qui est convenu d'appeler du sausage processing aujourd'hui. On faisait de la saucisse. Un souper à chandelle sonnait aussi fort que la poursuite automobile qui suivait, pas longtemps après. Fait que tout ça pour montrer qu'au début de la loi, quand la norme est arrivée, il y a eu vraiment de la confusion. Et puis, pour tout le monde, moi, j'ai discuté avec d'autres personnes, d'autres broadcasters aux États-Unis même, et puis tout le monde a eu une bonne période d'ajustement, puis je pense que la période d'ajustement va se poursuivre encore quelque temps. Donc, on va revenir un peu sur les normes de loudness. Moi, quand j'ai pris connaissance des normes de loudness, quand j'ai lu mes premiers documents, j'ai tout de suite réalisé que ça constituait probablement une révolution dans le monde du son. Ça m'a vraiment accroché. Je voyais que c'était la bonne façon de normaliser les niveaux, puis que ça nous ramènerait à des pratiques de qualité en termes de production sonore. Donc, il y avait deux objectifs clairs, contrôler l'intensité sonore et puis retourner à des pratiques de son de qualité en mettant fin, une fois pour toutes, au Loudness War. Donc, on a formé un comité à TVA avec moi-même, un audioman, Jean-Luc Sauvageau, que probablement quelques-uns connaissent ici, qui est maintenant à la retraite, et Henry Gooding, qui travaille en post-production, et quelques autres. Et puis, il y a eu beaucoup de débats au début. Différents points de vue s'affrontaient, c'était pas clair. On percevait la norme de façon différente. Et puis, on s'est monté un labo, on a recréé des conditions de diffusion, on a fait des tests. Et puis, finalement, tout ça, ce long processus-là, a finalement abouti par l'élaboration d'un plan d'action que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Mais avant que j'y arrive, on va faire un bref retour sur la notion de loudness, parce qu'encore, il demeure beaucoup de confusion quant à son application. Fait que, à TVA même, il y en a qui prétendent qu'on devrait toujours processer d'une façon assez agressive pour se tenir autour de moins 24 d'une façon constante. De moins en moins, mais il y en a encore qui pensent ça. Et puis, on doit dire qu'au début, certaines personnes avaient des craintes par rapport à la loi. Tout le monde voulait se conformer à la loi, on ne voulait pas de plainte de téléspectateurs, on ne voulait pas entacher notre dossier. Donc, la solution rapide, c'était de foutre un processeur. La confusion a même régné un peu partout. Même la norme ATSC A85 était ambiguë il y a à peine 6 mois concernant la notion de gating. D'un côté, on disait, vous devez vous servir de la dernière version de BS 1770. Et un petit peu plus loin, on disait, il n'y a pas de norme de gating qui existe en ce moment. Tout ça a été corrigé quand la nouvelle version de ATSC A85 est sortie au printemps. Et là, clairement, on a indiqué qu'il fallait se servir de la dernière version de BS 1770-3 qui inclut la notion de gating, donc pour n'évaluer que les sons en avant-plan, et qui inclut aussi des précisions quant au calcul de la valeur True Peak Max. Donc, on vit encore une période de transition, d'ajustement. Et puis, je vais vous faire jouer un petit extrait de quelqu'un qui vous a expliqué vraiment l'esprit du loudness. Son explication, je trouve, moi, fantastique. Puis il explique tellement mieux que moi que je vais vous faire jouer cet extrait-là. C'est Florian Caméraire, qui est président du groupe P-Loud sur le loudness à l'EBU. Puis il nous résume assez bien l'idée qu'il y a derrière le loudness. All right, just a very quick animation to illustrate that concept of peak versus loudness normalization once more, just to give you a very good grasp on that. All right, just a very quick animation to illustrate that concept of peak versus loudness. J'ai une idée? Attends un petit peu, je vais essayer autre chose. Je le lis sur le bureau. Je vais le faire jouer ici. All right, just a very quick animation to so that's what we want to achieve. Yeah, that's the goal.
Il a joué tantôt, pourtant. Ah. All right, just a very quick animation to illustrate that concept of peak versus loudness normalization once more, just to give you a very good grasp on that. So we still have this kind of reference peak level in broadcasting. Yeah, that's our reference. And all those tools now should represent individual programs. Yeah, and the size of the tool, so to speak, represents the dynamic range of things. So they are all aligned according to their peaks. So the sword here might be a highly dynamic action film, and this one might be a highly compressed commercial. So if we look at the loudness level of these programs, that would be the center of gravity. So as you know, TC Electronic called the loudness level center of gravity. Yeah, so that is a very good comparison. If we draw that in, that would be these green circles. You see the problem that we have. So if we connect the dots, you see all those loudness jumps that we have today. So huge jumps between dynamic material and highly compressed material. So what did we do in broadcasting, or what do? We compress. Yeah. So we compressed, not the hell out of it, but this is exaggerated, but we compressed because obviously the situation before was not satisfactory, because these huge jumps were just too much. So now we have the same peak level, but in this case we also have the same loudness level. So yeah, great, problem solved. But we sacrifice, of course, a lot, because we sacrifice all the nice dynamic range, for instance, of these feature film. So now with the Sylvester Stallone movie, the dialogue is as loud as the gun battle, which maybe would be okay for a Sylvester Stallone movie, but maybe not for other movies, So we sacrifice all the nice dynamics on the altar of this kind of compression loudness normalization. So compression is one solution, but it's not the good solution. Of course, the real solution is loudness normalization. So you can probably imagine what is happening in our case here with these dynamic programs. We get rid of this reference at the top. We get rid of a peak reference. We introduce a new loudness reference level. And now we align every program with its average loudness level to this new loudness reference. That's the idea. That's the concept of loudness normalization. And that's our audio nirvana, where we want to go to. So that's what we want to achieve. Yeah, that's the goal. Donc, on veut de la dynamique. C'est donc la valeur moyenne qui compte. On veut les pics, on veut de la dynamique. On veut aussi des contrastes. Tous les formes d'art utilisent le contraste pour susciter l'intérêt, pour créer de l'émotion. Encore une fois, je vais revenir rapidement parce que je vais en parler un peu plus loin pour que possiblement tout le monde est au courant, mais je n'ai pas voulu prendre de chance. Je vais revenir sur les 3 paramètres importants en loudness. Donc, il y a ce qu'on appelle, en anglais, le programme loudness ou la valeur moyenne, où vous allez voir des fois la valeur intégrée I, qui est mesurée du début à la fin d'un programme, d'un contenu. Et la valeur intégrée ici, en Amérique du Nord, la cible est de moins 24 LKFS, alors qu'en Europe, c'est de moins 23 LUFS. Vous allez voir des LUFS, des LKFS. C'est exactement la même chose, ça veut dire exactement la même chose. C'est tout basé sur le même algorithme de calcul. Juste les Américains ont appelé ça loudness K-weighted à partir d'un filtre passe-haut, le K-filter, on the full scale. Puis les Européens, eux autres, ont choisi, parce qu'il n'y aurait pas à avoir une confusion avec un autre K en audio, ils ont dit on va appeler ça des loudness unit on the full scale. Donc, mais c'est exactement la même chose. Le max true peak level, c'est pour arriver à une valeur de ça, le logiciel fait un suréchantillonnage de mesures et puis il essaie de vraiment de mesurer le pic le plus rapide, le plus haut qu'il y a eu et les plus rapides. Et puis c'est assez précis que sa tolérance est de plus ou moins 1 dB. Donc c'est pour ça qu'en Europe, par exemple,
la norme est de dire qu'on ne doit pas dépasser, quand on mixe, moins 1 dB true peak. En Amérique du Nord, parce qu'on fait un encodage RC3 subséquent qui peut apparemment induire des petites variations de niveau, la norme a été fixée à moins 2 dB true peak. Ce sont les petites différences qu'il y a ici entre chez nous et chez eux. Le LRA, c'est vraiment qu'on ne doit pas confondre, c'est le loudness range, qu'on ne doit pas confondre avec le dynamic range. Le dynamic range qui est vraiment la différence, la plus grande différence entre le niveau le plus élevé et le plus bas. Le LRA, lui, c'est une valeur statistique qui est basée sur les variations du short term, donc des blocs de loudness de 3 secondes, et seulement pour les sons moyens et les sons en avant-plan. Donc, les criquets et les petits oiseaux bien loin, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul statistique du LRA. Et aussi, vu que c'est un calcul statistique, les valeurs qui sont très élevées de loudness, qui ne sont pas arrivées très souvent, et la même chose pour celles qui sont très basses, sont éliminées tout simplement du calcul. Donc, la norme veut que, en tout cas, ce que j'ai lu qu'en télévision numérique, on ne doit pas dépasser 20 LU en termes de LRA. Mais, selon mon expérience, ça reste un guide. Le Brésil, par exemple, a apparemment passé une loi, on a appris ça il y a un mois, disant que les broadcasters n'ont pas le droit de dépasser, je crois, 15 ou 16 LU. C'est interdit par la loi. Ça fait partie de la loi sur la normalisation. Moi, soit nous, ici à TVA, on s'est fixé un objectif de se situer à peu près entre 16 et 17 élus. Et puis, ne pas trop dépasser ça parce qu'on a un auditoire. Bon, selon notre auditoire cible, on voulait, en tout cas, au moins commencer par ces valeurs-là. Et puis, je peux vous dire aussi que c'est vraiment un guide parce qu'il est arrivé, par exemple, un cas où j'ai évalué un film, je vais en parler un petit peu plus loin tantôt, où, même après processing, c'était impossible de réduire le LRA en bas de 21 LU. Et pourtant, après processing, c'était correct. Les éléments étaient intelligibles, y compris le dialogue. Donc, notre plan de travail, les objectifs qu'on s'est fixés, parce qu'on n'est pas là encore, on a encore nos processeurs en output, c'est d'éventuellement éliminer ces processeurs-là, de cesser de pénaliser le matériel qui est déjà normalisé, de respecter l'intention artistique des créateurs de contenu, et puis de fournir une source de qualité avec de la dynamique. Établir ce plan-là, ça ne s'est pas fait sans difficulté, comme j'ai dit tantôt. Il y avait vraiment des points de vue opposés, diamétralement opposés. Il y en a qui prétendaient, comme je disais tantôt, qu'il fallait continuer à faire de la saucisse, mixer pratiquement comme un commercial. Donc, heureusement, c'est nous qui l'avons apporté, en fait, les gars de son. Puis nous autres, on prétendait qu'il fallait, non, au contraire, se servir de l'ensemble de la plage dynamique. Je posais la question à un moment donné à un représentant de Dolby ici, j'ai dit, jusqu'où on peut aller vraiment en termes de dynamique? Il me regardait comme si j'étais un épais, puis il me dit, ben, you've got 100 dBs in front of me. Regarde, amuse-toi. Fait que. Donc, notre but, c'était d'avoir un son de qualité avec du contraste, des nuances. Et évidemment, pour commencer dans cette direction-là, on a commencé par écrire nos normes techniques pour mettre nos fournisseurs de contenu dans le coup. Là-dedans, on précisait, entre autres, qu'on voulait que les commerciaux soient mixés à moins 24 plus ou moins 1. La norme ATSC 85 dit à moins 24 plus ou moins 2, mais on a pensé, comme d'autres d'ailleurs, que évidemment, si on disait moins 24 plus ou moins 2, il y en a qui cherchaient toujours à viser les extrêmes, qui nous livraient constamment à moins 22. Et puis, pour se donner une certaine marge pour notre contenu, on préférait resserrer les commerciaux à moins 24 plus ou moins 1, plus serré pour les commerciaux. Et puis, pour les programmes, on a conservé la norme de moins 24 plus ou moins 2. Donc, c'est ce qu'on demande dans nos normes. Dans les faits, les commerciaux sont souvent livrés à des niveaux faramineux et puis on est obligé d'intervenir pour normaliser. Puis aussi, dans le document, on a discuté des vertus de la dynamique et puis de l'importance de mixer à l'oreille plutôt qu'au pic.
cesser de retenir les pics. Je peux poser deux questions. Oui. Ma deuxième question, c'est quand tu dis aller en amont, quand on parle des commerciaux, c'est pas vous autres qui les produisez, c'est-à-dire que vous allez les traiter avant la diffusion? Oui, c'est ça. Non, mais ma première question, c'était je peux te poser deux questions. J'étais confus. Donc, une seconde partie de notre plan consistait évidemment à faire de la formation, d'acheter des équipements. Donc, dans les endroits stratégiques, donc en studio, dans nos salles Pro Tool, au contrôle de qualité, on fait partie de ces endroits stratégiques-là. On s'est acheté des RTW, donc des très bons appareils. Et puis, on a décidé d'uniformiser ça pour que, quand on a à échanger, qu'on puisse parler le même langage. C'était plus simple. Donc, on s'est acheté ces appareils-là. Et puis, dans les tout débuts, on a vite essayé d'updater les softwares parce qu'on s'est rendu compte que certaines versions étaient non gatées. Puis même quand on essayait d'activer la fonction gating sur la norme ATSC 85, dans les faits, elle ne mesurait pas gaté. Donc, depuis ce temps-là, moi, je travaille avec la norme EBU R128. Et puis, j'ai juste ajusté ma cible à moins 24 plutôt qu'à moins 23. Bien, c'est la même chose. C'est le même algorithme de calcul. La formation a été donnée aux audiomanes en studio, aux mixeurs en post-prod, aux salles Pro Tool, contrôle de qualité, au centre de diffusion. La plupart des individus ont été formés. Et puis, bon, c'est ça pour cette slide. Ça a été donc une étape de notre plan. Qui est terminé, on peut dire, pas mal l'ensemble du monde clé a été formé. Concernant les commerciaux, tout ce qui nous arrive par cassette passe au contrôle de qualité. On va évaluer le loudness, on va prendre les mesures, et puis on va appliquer un autocollant sur le boîtier tout simplement pour dire, avec un gain statique de plus ou moins, ajuste le ton à moins 22 plutôt qu'à moins 20, on réussit facilement à corriger le loudness d'un commercial. Étant donné que c'est du matériel qui, par définition, est très compressé, un gain statique fait la job d'une façon parfaite. Pour ce qui est des transferts fichiers, là, on a un appareil, c'est un transcodeur avec l'option de loudness dessus, Flip Factory, peut-être que certains connaissent, et qui, lui, fait une analyse automatisée du matériel rentrant, analyse la valeur en loudness et apporte un gain statique, tout comme nous, on fait au contrôle de qualité. Mais le Flip Factory, c'est pas bon du tout pour du matériel à large spectre dynamique parce qu'il ne fait aucune gestion du loudness range du LRA. Donc, on s'en sert uniquement pour les commerciaux. Donc, le gain statique, voici un exemple. Admettons qu'on nous livre une promo à moins 28, ce qui serait très surprenant. Malheureusement, c'est la slide que j'avais. Donc, pour arriver dans ce cas-là, c'est la norme européenne. La cible était à moins 23. On applique un gain statique de 5 dB à la hausse. Et on reprend la mesure, puis on sait qu'on va être à moins 23 LKFS, LUFS immédiatement après. 1 dB en augmentation du niveau de la source équivaut à 1 LKFS. C'est direct comme lien. Donc, c'est très facile de normaliser des commerciaux. On est arrivé à penser à nos stations régionales. CHLT qui produisent l'ensemble de nos promos, on leur a donné une formation, on leur a acheté des équipements. Et puis, en principe, ils mixent à moins 24 LKFS. Et puis, pour les autres stations, ce qui est prévu, c'est d'acheter des processeurs, soit qu'on va installer en région ou qu'on centralise tout à Montréal à ce moment-là. Là où ça se corsait, c'était, évidemment, ça devient plus compliqué, c'est pour le matériel à large spectre dynamique.
Qu'est-ce qu'on faisait avant? Bon, là, j'inclus les séries là-dedans, les Breaking Bad de ce monde, parce que le LRA de Breaking Bad, ben, ça peut se situer dans certaines mesures que j'ai faites à 20.2, avec des niveaux de dialogue vraiment très bas. Donc, les grosses séries américaines vont souvent nécessiter un processing. Donc, quand la norme est arrivée, avant, on envoyait une certaine portion de nos films au Pro Tool, en session Pro Tool, pour ramener un peu la dynamique et les niveaux de dialogue. Mais avec la quantité qu'on avait, il n'était pas question, on n'avait pas l'infrastructure, on n'avait pas les ressources, on n'avait pas les budgets pour tout envoyer au Pro Tool. Donc, on cherchait un appareil pour faire un certain processing en amont. Autre raison, c'est que les jobs qui revenaient du Pro Tool, des fois, c'était un peu inégal. Il y en a qui avaient un petit peu plus de difficulté à s'adapter, à mixer à l'oreille, sans trop retenir les pics, puis tout ça, mixer en loudness plutôt qu'au pic. Il y a une transition là qui se faisait plus rapidement par certains, puis un peu moins par d'autres. Ce qui fait que malheureusement, il y a certains jobs qu'on envoyait là qui nous revenaient un peu tronqués, là, si on peut dire. Mais on se garde toujours la possibilité d'utiliser le Pro Tool pour des cas qui sortiraient de l'ordinaire. Le DB6 fait beaucoup, mais il y aura toujours des cas un peu spéciaux dont il ne sera pas adapté tellement pour faire la job. Donc, on se garde des portes d'entrée pour le Pro Tool, éventuellement. Mais à date, bon, je vais y revenir un petit peu plus tard. Bon. Donc, l'achat de notre processeur baseband, qui a été installé au centre de diffusion, à la numérisation, les critères principaux qu'on avait, c'était la cohérence dans le processing et de la qualité. Ça a été les critères qui nous ont guidés pour l'achat. Puis selon ce qu'on entendait dans le milieu, c'était l'appareil qui était à battre, donc la série DB de TC Électronique. Donc notre choix s'est arrêté là-dessus. On l'a acheté et on ne l'a pas regretté. On est très heureux des résultats. Mais évidemment, pour bien faire ce job-là, parce que le matériel à large spectre dynamique est excessivement variable, on ne pouvait pas utiliser qu'un seul preset. Ça n'aurait pas fait la job correctement pour l'ensemble du matériel qu'on avait à y proposer. Donc, on a créé 16 presets différents pour des questions logistiques. On aurait pu en créer un peu plus. Bien là, on est rendu à 13. Il y a de la place pour 3 autres. Et puis, ces presets-là sont adaptés à différents profils de films qu'on établit, nous autres, au contrôle de qualité. Donc, on prend un film, on l'évalue en mesurant le loudness, les différents paramètres, et on va mesurer en même temps 5 séquences de dialogue qu'on considère comme un dialogue représentatif du dialogue moyen du film. Et puis là, on arrive avec un profil. Et il y a des presets qui existent qui correspondent à ces profils-là. On sait que ce type d'ajustement-là du DB6 va vraiment bien travailler avec ce type de profil-là. Ça, ce n'est pas fait tout seul. Ça a été à peu près 9 mois d'expérimentation pour arriver à créer ces presets-là. Et maintenant, bien, on est dans le processus d'évaluer des outils de correction de loudness file-based. Donc, on va avoir une présentation tantôt. C'est un des outils qu'on regarde, qu'on va évaluer éventuellement. Parce qu'évidemment, ben, on a un backlog assez important, je pense. Nicolas me disait 60 000 heures de stock. OK. En quantité, donc c'est pas mal plus d'heures que ça. Ou moins, là, je ne sais pas trop. Donc, on a beaucoup de matériel archivé. Il n'était pas question qu'on repasse ça au contrôle de qualité puis on recommence la job. On n'a tout simplement pas le temps de faire ça. Donc, on va chercher un outil qui va être capable d'analyser correctement, nous arriver avec des valeurs de loudness, peut-être de niveau de dialogue et essayer d'associer un profil. Ce qu'on recherche idéalement, c'est d'arriver à un processing qui va ressembler au DB6. Donc, on a acheté le fameux DB6. Comme je disais tantôt, c'était vraiment l'appareil qui était dans notre mire en rapport avec le matériel à large spectre dynamique. Et puis, il rencontrait aussi nos exigences parce qu'on voulait faire plusieurs tâches en même temps, dont un down mix. Donc, on a vérifié qu'il pouvait faire ça, qu'il pouvait créer un down mix, normaliser le 5.1, à partir du 5.1, faire un down mix et le normaliser d'une façon différente
tout ça dans une passe. Parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas moi, selon mon expérience, j'ai évalué des centaines de films, puis on évalue toujours le 5.1 suivi du stéréo, dont on fait 2 passes. Je peux vous dire qu'à peu près 95% des downmix des films, et principalement des films qui nous sont livrés par les fournisseurs, sont de mauvaise qualité. Ils sont très compressés. Ça n'arrive pas à la cheville du mix 5.1. Évidemment, pas la même dynamique, mais il y a une compression qui dénature les teintes. Donc là, on crée un downmix de qualité, qui est normalisé et qui est de qualité. Donc, on gagnait beaucoup, là. Ça a été un aspect. Et l'autre aspect, c'est que ça nous a fait gagner, nous, au contrôle de qualité, des centaines, voire peut-être des milliers d'heures de travail par année, simplement en ne plus évaluant les downmix stéréo. On n'a fait qu'évaluer le 5.1. Est-ce que ça veut dire que vous n'utilisez plus du tout les mix, les downmix aussi, la diffusion, pour recréer toujours des downmix? Pour les films et les séries, uniquement. Toujours recréer toujours les downmix? Oui, oui, oui. On fait ça depuis peut-être 2 mois maintenant. Oups, sauter. Non, c'est ça. Donc, au QC, ce qu'on a à faire, c'est d'établir un profil en fonction de l'évaluation qu'on fait. Donc, on évalue, comme je disais tantôt, la valeur moyenne, le LRA, le True Peak Max, du début à la fin, et on va choisir 5 séquences de dialogue. Et puis, on va faire correspondre ce profil-là à des presets du DB6. Les critères du résultat qu'on cherchait, c'était de dire qu'on voulait une valeur moyenne pour un film ou une grande série qui se situait surtout en moins 24 et moins 22 plutôt que moins 24 et moins 26. Pourquoi? Parce que les commerciaux étant normalisés à moins 24 plus ou moins 1, évidemment, avec un débit constant, des fois, si tu passes d'un film à un commercial, le film peut avoir des moments, des longs moments où c'est beaucoup plus bas, beaucoup moins, il y a une concentration de son beaucoup moindre. On pourrait sentir un loudness jump de la fin du film vers le commercial. Donc, l'idée était de préférablement avantager le film plutôt que le commercial. Mais on respecte la norme, à moins 24 plus ou moins 2. Donc, on va normaliser les films entre moins 24 et moins 23 la plupart du temps. Mais on essaie de ne pas être en bas de moins 24, c'est ça l'idée. On a décidé aussi de réduire le LRA, mais c'est encore en évaluation pour ne pas dépasser 16 ou 17 élus. Il y a encore des questions qui se posent là-dessus, mais ça semble relativement bon pour l'instant. Et bon, les niveaux de dialogue, selon mon expérience, les niveaux de dialogue d'un film, par exemple, même le niveau de dialogue moyen, tu vas mesurer une séquence, 3 séquences, où il t'apparaît que le niveau de dialogue qui est là est vraiment représentatif du film. Tu vas mesurer 3 séquences, puis du début au milieu, la fin, puis il peut y avoir jusqu'à 5 élus de différence entre ces niveaux-là. Donc, quand on mesure des séquences de dialogue, on cherche à comprendre comment les dialogues ont été mixés dans ce film-là. Des fois, c'est constant. La plupart du temps, c'est assez variable. Donc, l'idée pour un film qui comprend 50% de dialogue et 50% d'action, ce n'est pas de ramener le dialogue toujours à moins 24 tel KFS. À ce moment-là, tu limites ton headroom. Donc, l'idée, c'était d'amener les dialogues à un niveau confortable. Puis maintenant, il y a eu un papier qui a été écrit dernièrement par Thomas Lund et un autre dont j'ai inscrit le nom quelque part, Skoffenborg. Et puis, leur papier disait que, il parlait de la technologie du dialogue intelligent, entre autres, puis il disait que il y avait des grosses différences quand tu mesurais le dialogue moyen avec cette technologie-là et puis quand tu mesurais des séquences de dialogue à la main. Il pouvait y avoir des grosses disparités entre les deux. Qu'il valait mieux, au fond, normaliser en fonction de la moyenne et ramener les dialogues à un niveau
d'écoute intelligible. On parle de plus en plus d'intelligibilité de dialogue et non de niveau de dialogue. Donc, moi, ça m'accroche, puis quand je fais quand j'évalue les résultats des processing, puis j'écoute, les niveaux de dialogue sont très confortables. Évidemment, quand tu vas prendre un film où il y a 90% de dialogue, là, tu veux que ton dialogue soit à moins 24 le plus près possible. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Donc, tu veux qu'il soit présent, puis on va voir, j'ai certains exemples tantôt avec des chiffres, on va voir que les augmentations, parfois, malgré que le dialogue n'est pas à moins 24, l'augmentation est substantielle puis intéressante. Bon, j'ai parlé un petit peu du Dialogue Intelligence. Moi, je pense que cet outil-là pourrait être utile beaucoup dans le cas des outils de loudness en file-based. Ça va quand même nous donner une bonne idée de comment le dialogue, si on ne veut pas une intervention humaine là, ça va donner une bonne idée de où le dialogue se situe. Mais moi, je pense que ça reste à tester. Il y aura des tests de fait, puis c'est des trucs qu'on veut évaluer avant d'acheter un processeur de ce type-là. Je donne un exemple. On a envoyé un extrait de Breaking Bad. J'y reviens tout le temps parce que j'ai bien aimé ça. On a envoyé un extrait chez Dolby pour processing à travers le DB600, le DP600, cet appareil-là. Et puis, les dialogues, le Dialogue Intelligent a mesuré ça à moins 35 LKFS. Et puis, il suggérait tout simplement une augmentation du niveau moyen pour normaliser de 11 LU, de 11 dB. Déjà, la valeur moyenne de l'extrait était largement au-dessus de moins 24. Donc ça, si j'avais fait ça, si on avait fait ça, ça impliquait qu'il aurait fallu réduire les niveaux élevés à quelque chose qui, à mon avis, ne faisait aucun sens. Donc, moi, je préfère l'approche de normaliser en fonction de la valeur moyenne plutôt que des niveaux de dialogue. Des exemples des profils de films que j'ai développés. On va prendre cet exemple-là. Bon, c'est un film, la valeur moyenne était de 26,2, avec un LRA donc c'était bas un peu, un LRA de 16,0 LU, donc selon ce qu'on voulait, nous autres, c'était acceptable. Mais, bon, il y avait 90 de dialogue là-dedans. Ça n'était que du dialogue. Et puis, les dialogues se situent entre moins 29 et moins 31 LKFS. Donc, ça nécessitait un certain processing, pas le choix. Je ne pouvais pas appliquer un gain statique de, mettons, 2 ou 3 dB ici. Ça ne m'aurait pas amené mes dialogues quand même assez près du moins 24, puisque c'était vraiment l'anchor element, l'élément dominant, l'élément qui retiendrait l'attention du téléspectateur. Donc, il y a un preset pour ce type de contenu-là. Autre exemple que j'aime bien donner, La guerre des mondes de Steven Spielberg. Moins 13,9, la valeur moyenne. 10 LU, un LRA de 26,2, extrêmement dynamique, extrêmement élevé. Et des niveaux de dialogue, même s'il y en avait 15 à 20 uniquement, qui se situaient entre moins 32 et moins 34. Donc, évidemment, il y avait un processing là. J'ai testé ce film-là à peu près 12 fois avec différents presets avant d'arriver à augmenter le niveau de dialogue à un niveau confortable, pas à moins 24, ce n'est pas l'élément dominant de toute façon, et puis quand même de garder l'impact du film. J'ai d'autres chiffres après pour vous montrer exactement qu'est-ce que ça a donné. Il y a d'autres presets du type celui-là ici pour quelque chose qui semble très normalisé, à peu près normalisé, un petit peu bas, mais dont les niveaux de dialogue sont trop bas, qui nécessitent donc un léger processing par le bas. Un preset a été créé pour ce type de profil de film-là. Et dernièrement, le preset 16, bien là, il y en a 13, je ne les ai pas toutes montrées, mais le preset 16, il y a des trous entre les deux, c'est pour ça que ça explique que le 16 existe, est un preset qui ne fait aucun processing, et puis qui est simplement créé pour faire un downmix à partir d'un 5.1 qui est déjà normalisé. Ça arrive, des fois, on évalue une série. Bon, c'est d'énorme, parfaitement, mais on veut créer le downmix à travers le processeur. Donc, on le passe à travers le preset side, il crée le downmix, il le normalise, et puis on a gardé la fonction True Peak Correction. Il fait une correction du True Peak, parce que ça peut arriver des fois qu'il est normalisé, sauf pour le True Peak,
qui excède légèrement. Donc, on fait un true peak correction. Et puis, c'est un preset qui sert relativement souvent. Bon, la guerre des mondes. Comme je l'ai dit tantôt, j'avais mesuré moins 13,9, un LRA de 26,2. Après normalisation, j'ai obtenu la valeur de moins 22,6 dans les normes. Un LRA de 16,1, qui est, considérant ce film-là, qui n'est pas extrême, mais après écoute, qui conservait assez d'impact du film, qui était quand même, ça sonnait bien. Et ça a normalisé le true peak. 5 séquences de dialogue, qui, je le répète encore, n'est pas l'élément dominant de ce film-là, mais quand même, on voit que c'était vraiment très, très bas. Et après processing, j'ai obtenu ces valeurs-là. Et à l'écoute, c'était très intelligible. Les 7 jours du talion. Voici un exemple d'un film dont le LRA, après processing, je n'ai pas été capable de le faire baisser plus bas que 21,7. C'est un film qui ne comporte aucune musique. Il n'y a pas de musique, ni au générique de fermeture, ni au début. Il n'y a rien. Il y a quelques séquences de dialogue, très peu, qui sont extrêmement basses en niveau. Et il y a quelques scènes d'action assez élevées. Donc, il n'y avait pas grand-chose à augmenter. Donc, c'est pour ça que le LRA n'a pas baissé d'autant. C'est pour ça que quand le Brésil, quand je parlais tantôt que le Brésil impose un maximum de 16 élus en LRA, ce n'est pas nécessairement une bonne chose, parce qu'il y a du matériel qui va être très difficile à normaliser dans ces conditions-là. Puis on voit quand même que les niveaux de dialogue sont plus que confortables. D'autant plus qu'il y en a peut-être 15-20 dans le film. Bon, ça c'est un exemple, je ne reviendrai pas trop longtemps dessus, où ça nécessitait un léger processing pour augmenter le niveau des dialogues. Donc, il n'y a rien dans le haut qui montait un peu, qui a été touché, affecté par le processing. On a simplement augmenté le niveau des dialogues, et puis on est arrivé à une valeur de moins 23,1. Bon, voici l'exemple d'un film qui n'est pas adapté à aucun profil. Bon, ça arrive, s'il y en a plusieurs. On a après tout juste un maximum de 16 presets. On s'est aperçu que facilement, on pouvait le faire rentrer dans un profil en lui appliquant un gain statique. Donc, la copie est évaluée à cette valeur-là. On lui a appliqué un gain statique de moins 3,5 dB avant processing. Donc, sa valeur de loudness est donc tombée à moins 19,2. Et le profil du dB6, qui était le plus près, avait une valeur cible de moins 19,4 avec un LRA de 23,9. Ça correspondait exactement à ce qu'on cherchait. Et puis les niveaux de dialogue après gain statique négatif de 3,5 sont tombés dans cette gamme de valeurs-là. Et ça correspondait exactement aux valeurs recherchées par ce profil-là. Donc, facilement, on a pu trouver un profil pour ce film-là aussi, sans être obligé de créer un nouveau preset. Oui? Ces profils-là, ce sont des profils simplement de compression ça fait du leveling, de la compression? Ça fait du leveling. Du leveling? Oui, c'est ça. Donc forcément, ça doit se sentir... Parfois, ça se sent, mais... Dans les 7 jours du pavillon, par exemple, j'imagine quand les paroles, on doit sentir le fond... C'est sûr que ça ne va pas sans conséquence, c'est sûr. Mais je peux te dire que c'est vraiment bon. Les résultats sont assez estomacants. Moi, je suis vraiment très content de ce que j'entends. Mais oui, ça fait certains artefacts, c'est sûr. Bon, maintenant, comme je disais tantôt, on est à la recherche d'une solution file-based pour manager le loudness. Et il y a différents trucs qu'on veut évaluer, dont Audio2, qui vont faire une présentation tantôt. Mais ce qu'on cherche avec cet outil-là, c'est quand même une certaine flexibilité. On veut être capable d'arriver à quelque chose, une valeur ciblée de LRA, et peut-être au moins connaître le niveau des dialogues moyens le plus possible, de pouvoir comprendre comment le film est mixé et
pouvoir y adapter un preset qui est le mieux adapté à processer un type de contenu comme ça. Idéalement, on recherche un résultat comme le DB6. Ça restera à évaluer. Finalement, on s'est construit une salle de comparaison de contenu. On a recréé donc un environnement de consumer. Et puis là, on va valider certains trucs. On va valider la qualité de ce qu'on diffuse. On va, entre autres, cette salle-là va nous permettre de mesurer le LRA, qui est une indication de la transparence dans la distribution. Parce que si ton LRA est constant, il est à, mettons, 16,5 LU à la sortie de TVA, puis que quand on le mesure là-bas, il est encore à 16,5 LU, on saura qu'on a été parfaitement transparent en termes de dynamique. Donc, on va prendre ces mesures-là dans un proche avenir. On va... ça va nous permettre aussi, cette salle-là, de vérifier l'usage de la fonction de DRC. Donc, les métadatas de gestion de la dynamique, de gestion réversible de la dynamique, c'est quelque chose, on veut voir les effets que ça a sur ce qu'on diffuse. Nous autres, on est en mode statique. Notre line mode est à film light et notre RF mode est à film standard. Et puis, moi, je me questionne un peu là-dessus. Il y a certains même qui disent que le DRC n'est pas conforme à BS 1770 et qui suggèrent de mettre tout ça à off. Je ne suis pas certain. Il y a des débats à venir sur cette question-là. Puis d'autant plus que les consommateurs ne s'en savent pas. Ils ne savent pas que ça existe. Et puis malheureusement, les set-top box et les appareils de base sont par défaut à l'usine settlés dans la fonction RF mode, donc la version de gestion de la dynamique la plus restrictive. Donc, malheureusement, pour ces gens-là, ils n'entendent pas vraiment ce qu'on diffuse. Des fois, ça peut être une bonne chose parce qu'il y en a qui ne veulent pas que les niveaux montent trop d'une façon trop grande. Mais donc, il y a beaucoup de questions en rapport à la gestion réversible de la dynamique qu'on veut évaluer là-dessus. Et puis enfin, dans notre plan, il est question possiblement qu'on fasse une page d'information sur notre site web, sur le loudness en général, qui est accessible au public, et en même temps leur parler des outils qu'ils ont de gestion réversible de la dynamique à la maison. Parce que j'ai parlé à certains plaignants, si tu veux, et je leur expliquais certains trucs, puis ils étaient très surpris de savoir que ça existait. Donc, je pense qu'une page d'information simple peut répondre à plusieurs questions des téléspectateurs. Donc, ce qu'on a gagné, un gain en temps absolument faramineux au contrôle de qualité. On a gagné des centaines, voire des milliers d'heures d'évaluation par année. On a moins de sessions de Pro Tool, on a désengorgé le Pro Tool. On a une meilleure qualité du downmix. On respecte l'intention artistique des créateurs de contenu. On va avoir, je dis on a, mais bientôt, on aura un son de qualité qui va respirer avec la dynamique. Puis tout ça en normalisant la Sony mieux que jamais on ait fait auparavant. Donc voilà ma présentation. Merci François. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Maxime? Est-ce que le nombre de plaintes a diminué suite à votre approche de loudness à la fin? En fait, on n'est pas rendu à l'avoir implémenté. Nos processeurs sont toujours en ondes. Okay. On n'est pas rendu à l'étape d'avoir débarqué les processeurs. J'espère que ça va venir dans les proches mois à venir. Il nous reste quelques étapes à franchir avant. D'autres questions? Mais on n'a pas eu grand plainte. Bon, c'est sûr, on fait du sausage, du processing, mais on n'a pas eu énormément de plaintes. Mais il y en a tout de même. C'est surprenant, même avec les processeurs. Il y en a qui disent que nos commerciaux sonnent plus fort que... Je leur réponds que c'est la moyenne qui est importante. Puis, à certains, j'ai envoyé des extraits du vidéo que je vous ai présenté de Florian Caméraire, et puis ils ont été vraiment très contents
ça leur a donné une perspective nouvelle sur la question du loudness, puis ils ont pu achaler par Une question J'ai- ici à gauche. Oui, juste une petite question un peu en marge là, à ça. Est-ce qu'il y a des vérificateurs qui vous ont déjà approché pour dire montrez-nous vos logs, donnez-nous accès à ça ou Pas quoi que encore. ce soit? Non, OK. Puis prévoyez-vous que ça va arriver bientôt? Oh, j'espère que non. OK. Mais je ne sais pas vraiment. J'y ai déjà pensé, mais je veux dire, on a quand même on a des processeurs en ondes. On est normalisé pour l'instant. C'est pas le plan idéal qu'on cherche, mais bon, on a quand même des arguments pour se défendre. Puis éventuellement, là, évidemment, l'étape critique, c'est la journée où on va débarquer les processeurs. Là, on va voir, est-ce qu'on va avoir un flot de plaintes? On verra bien à ce moment-là. On s'ajustera en conséquence à ce moment-là. Entre ce qui sort de chez TVA puis le câbleau distributeur, il y a quelque chose aussi qui peut se passer puis qui pourrait affecter tout votre travail que vous faites? Bien, comme je disais tantôt, on a eu la mauvaise expérience avec Vidéotron qui avait installé des processeurs au tout début, mais ça a été très rapidement débarqué. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a un Vidéotron, il y a un Bell, il y a un ci, il y Oui, a un ça. oui, bien justement, notre salle d'écoute va nous permettre d'évaluer ces choses-là puis d'intervenir. On veut pas que notre signal soit... Les Américains, je suis allé à l'AES à San Francisco l'année passée, puis je jasais avec des Américains, puis ils étaient découragés de voir comment ici au Canada, les câbleaux maganaient leur signal. Et même chez les câbleaux ont eu peur, ils ont vu la loi, puis ils ont dit, bien, il faut que nous autres aussi, on normalise le processeur. Mais quand c'est normalisé, c'était déjà normalisé ici, pourquoi faire un double processing? Ça ne faisait pas de sens. Petite question. Le fait d'automatiser le downmix stéréo, est-ce que ça vous a causé des cas où des fois l'intention artistique ou quelque chose n'était pas respectée puis que je peux te dire que les downmix que j'écoute sont vraiment bons. Comparé à ce que... Est-ce que ça arrive des fois que ça cause problème aussi? J'ai pas vu de cas à date. Oui. Dans le passé, moi, quand j'ai essayé de différentes stations que j'ai fait aux États-Unis puis ailleurs, quand j'ai essayé de faire un son qu'on normalisait plus, puis ça, on n'avait pas, il y a quelques années, des outils que vous avez aujourd'hui, évidemment, mais des problèmes qu'on avait, c'est que même quand on réussissait à contenir pas mal notre niveau, on avait des plaintes au niveau quand les gens changeaient de canaux, tu sais, qui allaient d'un endroit à l'autre. Ouais. Et puis aussi des problèmes avec, bon, vous n'avez probablement pas ça ici, mais aux États-Unis, les câbleaux puis les opérateurs de satellites insèrent des commerciaux locaux par-dessus qui ne sont pas nécessairement au même niveau. Là. Ça fait que je ne sais pas si c'est le genre de problématique que vous regardez aussi. On n'a pas vécu ça à date. Je ne peux pas dire, je n'ai pas été aussi loin dans ma démarche à date. On n'a pas regardé ces choses-là. Mais éventuellement, ces questions-là vont se poser. Il faut vraiment essayer d'attraper le problème partout à la source. Et puis, tu as raison, même encore aujourd'hui, on va switcher d'un canal à l'autre, puis il y a parfois encore des différences. Il faut croire qu'il y en a qui ne sont pas conformes, au moins en niveau à la norme. Ça arrive des fois. Mais je pense que c'est ça qu'il disait l'année passée à l'AES, on en a pas encore pour une couple d'années à s'ajuster. Puis moi, je le crois, il y a une compréhension, il y a une évolution de la compréhension de la norme elle-même. Il y a des nouvelles choses qui se présentent. Je donne l'exemple en Europe. Apparemment, les producteurs de pub ont catché le truc. Ils mixent les sons en background. Ils montent les sons en background jusqu'à temps qu'ils atteignent le seuil de déclenchement de la mesure. Juste assez pour que les sons de background soient mesurés en même temps que tout le reste. Ce qui fait que ça fait baisser la valeur de loudness. Fait que quand on reçoit ça, nous autres, ici, à TVA, on dit « Hey, la pub est à moins 28, on la monte de 3 dB. Ils viennent de trouver un truc pour tricher. » Ce qui fait qu'en Europe, ils ont réagi à ça, et puis maintenant, ils ont dit, bien, c'est un pays en particulier, je ne me souviens plus lequel, ils ont dit, bien, correct, tout ce qui nous arrive plus bas que la norme, on ne normalise pas, ça reste bas. On ne touche pas au niveau, pour essayer de pallier à ça. Il y a un autre pays qui a inclus une seconde ligne de défense pour les publicités. Il analyse la pub, puis il vérifie aussi le short term maximum.
Donc, la valeur de loudness sur des blocs de 3 secondes. Et puis, si ça dépasse, si ma mémoire est bonne, c'est moins 20 LKFS, ils vont normaliser la pub, non pas en fonction de la valeur moyenne, mais en fonction du short term qu'ils ont mesuré le plus élevé. Donc, s'ils ont mesuré un short term de moins 20, ils vont baisser la pub de 4 dB à l'ingest, de 4 LU, finalement. Donc, il y en a qui établissent des secondes lignes de défense. On va voir qu'il y a différentes stratégies qui vont apparaître. Il y en a qui peuvent mixer des pubs avec du LFE dans le tapis. Le LFE n'est pas calculé dans la valeur du loudness. Il y a différents trucs qui vont arriver. Mais encore là, j'ai entendu des conférenciers dire qu'il est question que possiblement le LFE soit inclus dans la mesure à un moment donné. Il y a des trucs comme ça qui risquent de survenir. Premièrement, félicitations pour vos efforts parce que ça semble être très bien fonctionné, mais en tout cas, ça semble être une très belle approche pour régler ce problème très complexe. Je me demandais, est-ce qu'il y a des efforts de collaboration entre les différents diffuseurs québécois? Est-ce qu'il y a des communications? Est-ce qu'il y a des échanges d'informations à ce niveau-là? C'est vraiment la première ce soir. Je suis content de pouvoir participer à ça, contribuer au débat. J'ai encore beaucoup de questions. Je questionne certains trucs que j'ai faits à ce niveau-là. Mais selon mes écoutes, je pense qu'il y a une certaine logique à ça, de normaliser en fonction de la valeur moyenne plutôt que des dialogues. Ça permet plus de dynamique. Tu as plus de headroom à ce moment-là. Et puis, de plus en plus, on va parler d'intelligibilité du dialogue. Donc, ça peut dépendre d'un paquet de facteurs, peut-être pas juste le niveau, son niveau de loudness. Donc, j'ai encore beaucoup de questions. D'autres questions? Je ne me rappelle plus quel diffuseur américain, mais je me rappelle avoir vu à l'AES un diffuseur qui expliquait qu'il était un peu dans la même situation que vous. Puis il y avait certains contenus qui étaient déjà approuvés en loudness, d'autres pas. Donc, il pouvait, avec un GPI ou je ne sais pas trop quelle technique, désactiver les levelers en sortie quand que certains contenus étaient approuvés. Ouais. Planifiez-vous une genre de transition comme ça où vous allez tout enlever les levelers d'un coup quand ça va être prêt? On va tout enlever d'un coup. L'ingénierie a décidé de ne pas aller dans cette direction-là. C'était trop pour une question logistique, d'instaurer un tel système. Donc, il était clair à ce moment-là si on ne pouvait pas, par trigger, débarquer les processeurs à l'output, il était clair qu'il fallait normaliser en amont. Pas d'autres questions? Merci François. Merci beaucoup. Merci. On va faire une courte pause. Il reste des rafraîchissements dans l'heure d'entrée et on vous revient dans 10-15 minutes maximum avec Jayson qui va nous faire sa présentation. Comme deuxième partie, on a les gens de Minnetonka et je laisse Patrice Delas de Sonotechnique présenter nos invités. Donc, merci Jean. Merci François pour la présentation, c'était très bien. Donc, on va passer maintenant à la présentation des gens de Minnetonka. La présentation de Jayson va être un peu raccourcie parce que on ne s'était pas concerté. François a couvert quand même un bon bout de ce que Jayson allait présenter, ce qui est une bonne chose. Au moins, on s'entend là-dessus. Donc, on va aller plus rapidement, puis passer après ça à la partie que Jim va présenter, qui est vraiment plus enterprise level par rapport au traitement des fichiers. Donc, sans plus tarder, je laisse M. Tomlin, Jayson, commencer sa présentation. Merci. Hello. We skipped one. Everyone hear me okay? The mic is good? Okay. Check 1, 2. Well, it's all about loudness. Okay. So I was just asked if I understood anything that Francois said in this presentation. I didn't understand a word, but I think we agree with all of it. So I think there's going to be a fair amount of redundancy in this presentation, but I'll skip through the stuff that I think he covered and let me know if I am dragging on parts that he did cover. So, loudness management and practice. What's now, what's next, and how? We were asked today to come present to you on, to focus exclusively on file-based loudness.
Obviously, real-time solutions have been available for a very long time, and file-based workflows are very common now. And so, with the loudness regulation, file-based workflows, in fact, the actual specification was written with file-based workflows in mind. So we're going to talk a little bit about that today. I'm going to handle sort of the general production, content creation side, and then we'll turn it over to Jim later to get way more in detail on the enterprise side. So that's me, Jayson Tomlin, and as I said, Jim Weber, who is actually the actual architect of the system that we're going to be discussing today. Before we go too deep, I want to give you a little bit of background about our company. Minnetonka Audio Software has been in business for over 25 years. We have an office in Germany. We have worked with, alongside, and for as third-party contractors for companies like Dolby and DTS, Sony, Philips, AMD, Linear Acoustic, IOSono, so on and so forth. We do have a retail product line. Some of you may already use our retail products in the form of Surcode. If you've ever used our surround sound encoders for Dolby E, Dolby Digital, ProLogic 2, you may already use those tools. And of course, now we have audio automation systems for file-based loudness control. And we actually do distribution as well. We're a distribution partner of Dolby and Nugent and some other products. So we have our fingers in a lot of different kinds of business. So why file-based, right? Why are we talking about this today? Well, essentially, loudness control of audio is really an audio problem in a video realm. Because audio people know generally how to deal with audio problems, but when your more video-centric people deal with audio problems, it can be a real problem and create some real workflow challenges. And as we've seen in our business, we've noticed that broadcast has become so much more about IT technology in general. So the problem is compounded even further. You've got a team of experts that know system integration and SOAP interfaces and IP protocols, but they may not know anything about video and even less about audio. So this is really an audio problem in a file-based, in a video world. And as one gentleman told me at an IBC recently, the problem with video is audio. At least that was his perspective. And so he encouraged us to do loudness right, and he said customers are very sensitive to radical volume changes. I think this guy here would probably agree with you. Totally unrelated slide, I just liked it and wanted to use it today. Okay, so here's a little bit of a loudness backgrounder. First of all, the loudness war isn't new. This goes back 100 years when record labels obviously started making records, and they figured out really quickly that louder was better. Louder got their customers' attention faster, and it subsequently led to more sales, and that hasn't changed. Also, the transition from analog to digital television created even wider variation. So as soon as the transmission got away from being analog and went to a digital file-based or a file stream, it got worse because you didn't have the tools available to deal with it in the digital realm, especially in a video environment. And of course, this led, as we all know, to constant reaching for the remote, which led to a ton of customer complaints. And enter the ITU and the EBU and the FCC to the rescue. But because we now have loudness regulation, what's important is that the real winner in this is the engineers, the guy that's actually creating the mix, because now he doesn't have to just mix to be loud, he can mix with artistic integrity and dynamics and use his skill set appropriately. And of course, ultimately, the winner is the viewer. That's what the real purpose here. So without being too redundant and going over things that you just heard in French, I'm going to quickly address the current broadcast standards. But I'm just going to do this from a terminology standpoint. I don't want to dig too deep into the science because obviously François is here and he can tell you all you need to know about the actual science behind the technology, K-weighting and LKFS and LEFS and things like that. So let's review the terminology. And so here we go. Here are the big sort of icons of the loudness regulations. So the ITU, what do they do? Well, they're the guys that write the standard. So you have BS 1770-1-2-3. They develop the algorithms to measure program loudness and true peak. Okay, so they create the standards. And then you have EBU that published the EBU R128
recommended practice. So they, based on the ITU's work, the EBU took that, created recommended practices for broadcasters, which we all have to adhere and comply to. And essentially, the ATSC did the same. I guess they had no original thought of their own on this topic. So they went to, exactly as the EBUR 128 does, they recognize now 1770-3 as the recommended practice. And now that's very important because essentially that means that there was a time in the loudness sort of realm that you had this whole problem with ungated versus gated measurements. The original 1770s specification did not apply a relative gate, and so you had all this low-level content that would sort of skew measurement results and not be consistent enough to be a standard. And so the EBU, along with ITU, implemented a -10 gate. And then finally, the ATSC, as of now, recognizes 1770-3, which does apply a -10 relative gate. This is very important because the purpose of the standard actually is to be vendor agnostic. It's not like Dolby owning the standard and making everyone use it. It's vendor agnostic, and it's repeatable across all platforms. So now that we have sort of the, everyone in agreement on what those standards are, it's better for everyone. So in general, if you're going to deliver based on the IBU specification or the CALM Act, so we're sort of taking these in general terms, this is Europe and this is the US, here are your your targets. So program loudness -23, true peak -1. And if you're delivering content to the US, it's -24 and true peak of -2. These are really the only parameters that they care about. So let's look at the terminology a little bit more closely in some detail. So obviously there's program loudness, which is a linear gain change. The way we like to say it is the fader move. It's just gain. And this is important because if you don't like it, you can reverse it. You can get out of it. And as you can see, there's a little graphic at the bottom that shows a before and after. That's why I went over a lot of this in great detail. The next bit of terminology is maximum short-term loudness limiting. And this is a limiter that essentially looks at 3-second windows. And if there's a target threshold that you need to not be above, it will limit in 3-second windows overlapping throughout the entire piece. Though it's not regulated and standardized, this is a methodology that is part of the loudness standard to deal with commercials and interstitials. And maximum momentary loudness limiting is exactly the same, only it deals with 400 millisecond windows. And one of my colleagues wrote that it reduces energy in momentarily annoying events. I kind of like that. So true peak catches and limits true peaks. You have parameters for control of attack, sustain, and release. Essentially, in between sample peaks, you can have excursions and anomalies that, when get converted back to analog in the consumer environment, they can cause pops and clicks. And so the true peak limiter takes the inter-sample amplitude into account when doing its peak limiting, and it just guarantees that there's no sort of audible anomalies to the end user once you're there. And of course, loudness range, as Francois was discussing, is a single band compressor. This is and what I'm referring to here is not necessarily complicated algorithms to do sort of a theatrical dynamic mixing. This is loudness range from the perspective of the recommended practice as it was written. So it's a single band compressor, works in an adjustable knee, around an anchor like a program loudness or a dialogue loudness, and it reduces the dynamics as a compressor would in a very linear way. So we know that working with TV Globo, for example, in Brazil they actually wrote a loudness range target into law, as Francois alluded to earlier. But there are some alternative techniques that you can use to reduce dynamics. So those are the current standards, and that's the current terminology. I assume that these terms are rather familiar to you, but what we've learned is that working with several broadcasters around the globe, actually, is that these standards, it's a kit. And some of these kits, if your recommendation only requires program loudness and true peak, well, it's possible for, let's say, a commercial to have a program loudness target hit, but it still sounds louder. The perception is still that the commercial is still louder than the content. So there's some tools like short-term and max momentary that are being used but not standardized to deal with things like that.
And overall, there are general concerns that we think are going to be responsible for some of these standards being revised, or new recommendations being introduced at some point. So let's go through these in a little bit of detail. Well, first of all, intelligibility, if you agree with that term in general, is not considered part of the specification. So, this is that sort of tried and true program loudness is good enough, a good enough measurement for all content, regardless if it's an orchestra or if it's talking head news. And I think that overall what we found is that's not entirely true, and that dialogue intelligibility is a great concern, especially when you're dealing with highly dynamic mixes in theatricals. So, frankly, next to loudness, poor dialogue intelligibility is the second most common complaint that you get, the FCC claims. The next one is long form versus short form content, dealing with commercials. These commercials, like I was saying, you have program and commercial, and these interstitials require their own measurement and processing to control. And right now, there's no correlation. There's no standard that says, well, minus 12 short term equals minus 23 program. And until we arrive at one of those standards, it's going to be sort of, at least in Europe, it's been very country by country determining what their short term limits are. And of course, if you have to hit program loudness, short term, maximum momentary, true peak, and a loudness range target, you sort of get the balloon effect. You adjust program loudness, that changes your short term. So you fix the short term and now your program loudness is out. So you have to have a system that's very complex and can iterate on the file in order to hit all targets simultaneously and hopefully have something that sounds pretty good when you're done. Very complicated. And of course, as Francois was talking about earlier, theatrical mixes are insanely too dynamic for broadcasting. And this is a real challenge to keep the excitement and fidelity and the artistic intent while reducing the dynamic range. As he was discussing, it's very easy to turn on a compressor and just mash the heck out of the file and create sausage. Clearly, there's a better way. And one of the advantages of a file-based approach is the fact that, well, we see the entire file. We have the luxury of looking at the first sample to the last sample and can make infinitely more intelligent decisions about how to process that asset moving forward. And of course, the last consideration is relatively new, is dialogue consistency. If you're trying to convert a theatrical mix into something that's ready for broadcast, if your dialogue is all over the map and you're using the ratio of the distance between dialogue and program to determine how to process the file, well, clearly that doesn't work, because you need two variables that are somewhat consistent with each other in order to process the file. And of course, quiet dialogue can get lost after an adjustment, and loud dialogue can be damaged and smashed. So that's another problem. Okay, so intelligibility. We were talking earlier about dialogue level. And of course, this is a this is one of the things that the EBU and the PLOD group don't like, is the fact that this is a proprietary algorithm owned by Dolby. And this algorithm was designed to detect speech. And of course, this speech is detected and represented as the percentage of the whole, which is part of the problem, I think, with some of the critics, is that how relative is an average loudness of a value that only represents 20% of the content. So broadcasters take that into consideration, and you can create some variables. If the content contains X amount of speech, we'll process it this way. If it only contains a little bit of speech, maybe you're less aggressive or do some other kinds of processing. But that value, that percentage, is very useful because it gives you the ability to make a conditional decision with the goal of hitting the loudness targets, but maintaining the utmost quality. Let's see. And of course, in our system, we present this information. This is just results XML, and you can see that dialogue is present, one. The dialogue level is minus 21.09, which is also the dialogue level itself is measured in decibels, in dB. But for practical purposes, a dB equals an LU, and that's how we should consider it moving forward. And then, of course, we give a percent of dialogue, and that parameter is what you can potentially make some conditional decisions on.
So the next problem, long-form and short-form content, dealing with commercials. So as I was saying earlier, judging a commercial by only the metric of program loudness is totally insufficient. And it's not lost on Jim and I that it's sort of ironic that the whole problem, the whole reason the specification came into existence is because of complaints from what? Commercials. And so the very thing that led to the law is not being addressed by any kind of regulated standard. We think that's kind of interesting. So there are, in France, for example, they've now mandated very specific short-term targets to hit with processing. And so there have been some alternative ways. Again, the loudness regulations and the specification written by the ITU, it's a toolkit. And so broadcasters have been very smart about using the tools in different ways. And one of these modes is what's been termed as passive, momentary, and short-term limiting. So the idea is that if your commercial is already heavily peak limited, right? Every commercial in the history of time, at least in the last 25 years, is very peak limited. It's the nature of the business. Then obviously if you're just going to limit something that's already heavily peak limited, well, what do you end up with? You end up with destroyed, sort of destructive audio. So instead of doing that, the approach would be to measure the content from a short-term perspective, look at a short-term target, and if you exceed that target, again, this is a limiting threshold. If you're above that target, then like program loudness, just bring down the overall gain of the asset without limiting it. And so what you end up doing is your sort of transients, the stuff that gets your attention, falls in line. Now, of course, the downside of this is the fact that now you've messed up the program loudness value. So if you have to hit both targets, again, like I was saying earlier, you actually have to iterate on the asset a few times. So that's just one example of how the toolkit is being used in sort of a creative way. And these are, like I said, these are not standards. These are just kind of cool tools that you can use to approach the problem with a different aspect. So theatrical mixes are too dynamic for broadcasting. Right, that's as obvious a statement as one can possibly make. So, and what we find is that typically, even though there are a lot of approaches to analyzing the content, we find that the essential problem is where the dialogue level is, assuming it's enough of dialogue to be present, to be considered to be a pretty boring film if it didn't have enough dialogue, where that level sits relative to program loudness. So a film from 1983, that distance may be 3 or 4 LU. A film from 2013, it's 13 LU because bombs and explosions and heavy action and things are going on. So, and when you just take the sort of implementation of the specification as it's written, the loudness range, when it's very simplistically applied, it produces very unacceptable changes to perceived balance, to the imaging, to the intelligibility of the dialogue, and other very important aspects of a very hard-won mix. I mean, someone sat for a very long time to get this mix right. So, let's see. Okay, so what are the strategies, right? So how does one go about converting a film with such a wide dynamic range into something that's broadcast ready? Well, step one would be to reduce the dynamics without making the audio sound compressed, right? It's a pretty tough job. You have to take away energy without losing the vividness of the audio. And again, there are real-time boxes that do an incredible job with profiles at doing this, but obviously that can never take the place of the intelligence applied in a file-based domain because we see the whole file, and a real-time box just can't do that. It only sees the information being fed to it in real time. You want to preserve the intelligibility of the dialogue. And this can be preserved or even, in some instances, enhanced. And of course, the ultimate goal is to automate the process because otherwise you might as well remix, right? And that's what costs a lot of time and money. So what does this look like in practice? So here we have a normal asset with normal peaks. And the original measured loudness was minus 24.5 program and 17.7 LU of loudness range. So post-processing using our system or some other techniques,
you can see that the waveforms are now a little squishier, the content is more dense, and we end up with a minus 23 LUFS program loudness and a loudness range of 12.9. We shaved something like 5 LU off of the dynamic range. Okay, and the last issue is dialogue consistency. Is the dialogue level consistent enough for processing? So if you have the same asset and you're analyzing this in pieces, you might notice that dialogue measures at minus 21.9 in the first quarter, then it goes to minus 18.19, minus 24, and then to minus 16.47. And what you end up with is a dialogue level that has 8 LU of variation. This is way too wild and crazy to anchor it to anchor off the dialogue for any kind of processing. And so your only choice here is to essentially quarantine the asset or remix it. So, but what's important is that you have a tool set that can analyze the content and determine if the dialogue is consistent enough, because you definitely don't want to waste the time of running the asset through processing if you know that it's not consistent enough. So beyond broadcast, where is loudness management being applied? Where is it moving to? As we just talked about, theatricals is the obvious location. That's, I think, where the most intense use is being applied. But there's a ginormous growth in OTT, web, and IP delivery. Because the same processing that applies to get a film ready for broadcasting would be the same processing applied getting a film ready for IP delivery. It's preserving dynamics, it's limiting the dynamic range, it's hitting the loudness targets, and you have to scale this content appropriately for your desired target output. Radio is the next giant market as well, and we've actually started working with a couple of public radio stations in the US, and they have a very similar problem. There's no, quote, loudness regulation standards that they have to comply to, even though that's probably coming next. EBU and the PLOD group are talking about that. But what do they have to deal with? Well, they deal with orchestras. Orchestras are very, obviously widely dynamic material that needs to have the dynamic range reduced somehow in order to get it ready for over-the-air playback. And we're not talking about analog over-the-air, we're talking about digital radio and IP delivery and streaming. So very similar. And of course, game audio is the next area as well. They do loudness in 10,000 files that need to be normalized in some way. And there's no particular loudness regulation, but again, it's about the tool set, and it's about creating standards, and it's about automation. That's very, very much key. So how do we do it, right? That's the next question. We have these problems. The current standards address some of them, but what tools are available? Well, as we know, the world's moving towards a file-based workflow. This happened well before loudness was even a consideration. With digital televisions, broadcasting and streaming, it became files. Files became assets. Assets now live on storage. They come off a tape, they're ingested, they become part of the archive. So file-based workflow is essentially, this is the new tape. And of course, file-based workflows in our mind produce better results because you can automate the process, and that leads to consistency, and consistency is good. Well, obviously, if it's a file, there's a few files. And each one of these may contain audio at the core, or metadata, or something else that you have to pay attention to that can mess up a standard down or a playout down the stream. So this is, they all need to be loudness corrected in some way or the other. So file-based can be very complicated. And of course, the loudness algorithms that the ITU designed and we have implemented among other manufacturers, well, they need PCM audio to process. They don't understand MPEG encoded audio or Dolby E or AC3. They need PCM. So essentially, loudness starts with PCM at the center, right? And then, that the PCM may be encoded to a Dolby format or MP2. And of course, that's shoved in some unplayable, unrecognizable container. I'm speaking from the audio perspective. It could be an MXF or some other container. And of course, that file lives on some subsystem, some data storage somewhere. And then of course,
there's metadata literally at every level that you have to deal with that can potentially cause problems. So it is highly complex. So who's responsible, ultimately, to get this right? We did some internal studying on this and found this great graphic that I've repurposed for this presentation. And I wanted to kind of address our view of what we consider to be the loudness stakeholders. Who's responsible, ultimately, for the loudness problem? Well, if you start on the far left, where you get content creators and rights holders, and this is going to include things like movies and music and sports and television and video production, general content creation that we feed other systems like rights dealers and program packagers and content aggregators. This is management, scheduling, transcoding, so on and so forth. And that leads to network operators and access providers, and this is cable television, satellite, 4G, mobile, wireless, which ultimately leads to device manufacturers that produce the set-top box, and that ultimately leads to the consumer. Well, what we've seen from our experience working with a lot of European broadcasters is that it's these guys. These guys carry the torch and say, we're going to aggregate content from anywhere, from any source, and we will get it right. In other parts of the world, it's everyone. It's the entire food chain. And so you have to decide where you live in this, and what we've seen is that a content creator could be delivering for network A, and they require that the content creator get the loudness correct before they send it. It's on a specification sheet. Or you have to deliver it to network B, and they'll say, well, we'll do it on our end. Somebody has to do it. So let's talk about the production chain. This is an incredibly simplistic graphic. And I'm going to be focusing primarily on the production side, so let's jump into that. And of course, as I mentioned earlier, with the loudness regulations in general, we can enjoy dynamics, which is freedom to mix creatively. And in the edit bays, you can mix to a target in your edit suite using a real-time meter. And if it's not close, if you're an LU off, well, you can use automation or quick fix solutions that I'll show you in a second to get it right. There are plenty of tools available to do this, plugins in the workstation world. I was mentioned earlier we're a distributor partner of Nugent, so they have desktop tools from Nugent Audio, which involve metering, the VisLMH. This is a real-time loudness meter. It supports all the current international standards, and it's available for just about every DAW. They actually have a correction tool, which in the Pro Tools world, or the Avid world, it's a faster than real-time correction tool. So if you've poured your heart into a mix and you're 2 LU off, you can let a tool like this get it exactly on spec without trying to duck that last line of dialogue to get in line. We consider that a waste of time, especially because it's just a gain change. They also provide limiters, true peak limiters as well. Now, if you're in an environment where you have multiple edit rooms and multiple edit bays, you may actually want to consider some batch processing. Room A, B, C, and D, all throw files into a network shared hot folder, and you let software like the LMB batch processor handle this, which is primarily aimed at PCM audio. Or we manufacture a tool, the banner over there, it's called Audio Tools Focus, which is very similar to LMB, only we focus exclusively on the video container. So we try to provide a tool for the sort of video guy having to solve an audio problem. And it works very simply. So you start with a preset, and this could be EBU, CalmAct, whatever. You then choose a program configuration. Is it stereo, 5.1, 5.1 plus stereo, 4x2, 8x1, etc. And then you enter your target specifications if they are different or changed in any way from the preset. Choose an input and output folder, submit the job, and watch it go. Very simple. Some additional tools are available from Dolby. This is the sort of ubiquitous Dolby Media Meter that everybody knows. It's sort of the, considered the gold standard, I guess, if you will, of loudness meters. Again, it's just a meter,
but it supports all the international standards, produces log files. And the media emulator, which is a very, we consider this to be a very underutilized tool because the media emulator will allow you to recreate the consumer experience in ProLogic or AC3 in your edit suite. So you really get a true understanding of what your audience hears when they listen to your mix. So from that simple broadcast graphic, we get into the enterprise stuff, where broadcast equals automation. And file-based loudness control in this environment essentially has 4 fundamental strategies, which is 1, to change all the audio files to be on target, meaning create it right, get it all right at the content creation side. Or change it on demand, pull an asset from an archive, clean the content before playout. Or number 3, adjust only the playout level. We consider this to be not so effective as a strategy. Or number 4, which is kind of a legacy way of dealing with it, correct the loudness metadata. And this is what Dolby tried to do with the dial norm value, and it wasn't successful, unfortunately. And we've worked with a number of broadcasters in Europe that have all gone through the same process of understanding how to implement file-based loudness control in their environment. So, in short, file-based workflows overall produce better results. No question about that. These workflows can be highly complex because files are complex, but tools are available to deal with this. And the real winner is the audio engineer and ultimately the viewer. And ultimately, automation is going to be the key to consistency and fidelity. So at this point, I'm going to let Jim step up here and talk about more of the enterprise level. But if you have any questions about any of this information, you can ask me now or later. Thanks. Good job. Thank you for bearing with our English presentation. We really appreciate it. Bonjour and happy birthday. Hopefully this will still make sense in English. So I want to focus really on the production, on the broadcast side, which typically involves a lot more automation and enterprise-level IT-based stuff. And really focus on a couple of the details that we've discovered over the last 3-4 years of kind of being in the trenches, globally deploying our product and trying to solve a lot of the problems you guys probably need to deal with on a daily basis as well. So we consider that loudness control does begin in production, but unfortunately we have a legacy amount of data out there where it was not addressed in production. And in a lot of countries, the production community is still not to the point where they are adhering to these loudness and taking responsibility for the loudness control. So we consider that the broadcast chain is where automation offers the most benefit, and it also happens to be where mistakes are expensive, right? And by expensive, I don't necessarily mean that it's a fine that you receive from not broadcasting at -23. It's, oops, we let Dolby E play out PCM for the whole weekend before we discovered it, right? There are very expensive mistakes that can be had in broadcast. We touched a little bit on container formats, and that's something that we were a little bit new to because we came from the audio world. But what we discovered is they present a lot of unique challenges. The MXF spec is very loose and very complex. LXF and GXF, which are flavors of MXF in a certain way, they're only slightly less so loose and complex. QuickTime, depends on a particular manufacturer's moving target, Apple, and that can contain its own challenges. And metadata that you find in these containers, they can be custom per an application that generated that container, or they could even be custom per site or per user of that container format. And again, in container formats, mistakes are expensive. If I ruin that MXF file, meaning our application corrupts some metadata and it goes out for playout, it's going to break. And that we consider an expensive mistake. So we've come up with a strategy, particularly with audio, since we don't need to worry about video, where the only rule you need to worry about is extract only what you need and replace only what you change. And for audio, what this means is
we're going to modify audio, and we don't modify any metadata or non-audio essence in the container in any way. Oh, sorry. And when you're dealing in a network environment, moving huge files around, this can potentially mean that we reduce the amount of data moving in and out of container files, which are on network storage, perhaps, where moving this over the network can also be expensive. In detail, what we do is we parse the MXF, or the container format, for all of the packs and all of the structure of that, finding all of the essences. And we build a map of that. And what that map allows us to do as an audio company is go in and find where each audio sample is, and also potentially replace it if we're processing the audio. We looked a little bit at this, the onion, we call it, defining the structure of these containers. But this onion actually gets really complex when you start peeling it apart even more. So we can look at the metadata is metadata that's in the container itself and part of the container specification. It could be external metadata that's retrieved from a database and applied to this asset in some way. Or it could be metadata that's actually contained in the essence. And I'm thinking Dolby E, things like that, where you need to get at the essence and possibly decode it in order to get at that metadata itself. Container formats we reviewed. Again, now we have transport streams and program streams to deal with, in addition to the usual MXF and QuickTimes. And there's a lot of flavors of audio, even within PCM. If you're dealing with transport streams, you've got 4, 5, 6 different flavors of PCM that all require to be decoded and encoded. And of course, Dolby, MPEG, AAC. So that task gets complex. And in an ideal world, a tool should be able to automatically do everything it needs to do, extract the audio, determine what type it is, and take the appropriate actions, rather than you having to specify it from a workflow standpoint. Oh, I know there's PCM in here, or I know there's AAC in here. So when we first tried to tackle this problem of processing containers, we want to crack and discover it to the best of our ability. We can't discover all flavors of containers and audio formats in there, but we can do a pretty good job on about 60% of that material. Process it, and then rewrap it. So if we're going to crack a container and try and detect what's going on, we need to get at the streams that we're concerned with. And a container can contain any number of audio streams. That could be 4 stereo pairs. It could be 5.1 plus 2 plus 5.1 plus 2. It could be a 24-channel supermaster. We can go in, discover that, and treat it accordingly in an automated process. So if we look at basic loudness processing, to satisfy R128 and even calm, it's a simple process of measure it, normalize it, true peak limit it, and potentially then measure it again so that you have an audit trail of the before-after results that you can send downstream. The minute you start introducing commercial processing with short-term, it gets kind of a little more complex because, as Jayson said, you need to iterate because of the balloon problem, right? So in this case, we would measure, normalize it, then we have to measure it again because our short-term maximum loudness has changed because of the normalization. Short-term limit it to the target, then measure it again because now our program loudness has changed again. Normalize it back to target, true peak limit, and then rewrap it. Measure it again for the final. And in addition to just loudness, we have a lot of other tasks that a lot of people need to do. On the right-hand side, yes, this audio can be encoded. It needs to be decoded, processed, re-encoded using the same metadata that was decoded and potentially changing something like the dial norm value, right? And then there's a lot of other processing tasks that can be all part of this automated workflow process, right? Downmix, upmix, channel management. Let's say I've got English on 1 and 2 and I need to copy that over to 7 and 8, or any other types of channel management. Frame rate conversion, right, to get from NTSC to PAL and all those other flavors. Quality analysis, metadata analysis, concatenation, removing silence, channel detection, those type of activities. They can all, and we've done this, other manufacturers have done this, they can all be chained together so that an asset goes in, your entire workflow, including whatever kinds of processing you need to have done,
is performed, and you end up with a conformed file to your spec. And now I'd like to talk about just briefly a couple of example workflows. This is very common for broadcasters for us. They deal with MXF files that are 4 times 2, meaning 4 programs of stereo content. And in many cases, that one or more of those programs may be Dolby E and PCM mixed. So in this case, we've got that MXF container coming in, and we'll extract it. And this all occurs in one transparent process by our workflows. Extract it into each program, and then run a Dolby E detection on each one of those programs. If we detect a Dolby E, then we are going to decode that, determine the program configuration, and automatically program the normalization to deal with that Dolby E program configuration. If we did not detect Dolby E, then we can go straight into kind of the R128 normalization chain because we know it's just PCM. Once we normalize it, we can then determine, are we going to re-encode this to Dolby E and true peak limit based on that re-encode. That's an important point on true peak limiting because for encoded audio, it's recommended to true peak limit to -3 because the encode-decode process downstream can change the true peak. So we switch that on the fly. If it's Dolby encoded, we re-encode, and now we can rewrap back into those containers. Potentially, this is more in the post realm, but if you're editing and creating for downstream consumption, you're creating a supermaster, which in many cases might be a QuickTime ProRes that contains 24 channels or 32 channels for a particular specification. In this case, the use case was fairly specific. They had discrete mono files coming from Pro Tools for English, M&E, and Polish. And we needed to loudness correct and adjust the English and the Polish 5.1, and then downmix the 5.1 to create a brand new stereo downmix, Dolby E encode, and then rewrap those channels into a very specific channel configuration. A lot of the large content providers are requiring this for final archive because from this supermaster, you can transcode or generate many different flavors of a particular language or a particular format of PCM versus Dolby E. And now I'd like to go into a little bit of detail about movie adaptation for broadcast. Again, theatrical mixes don't work when broadcast or OTT or put over devices. We have quite a few examples. From the top to the bottom, we can see that a very dialogue-based movie like Frost-Nixon, the difference between program and dialogue is 2LU versus Alien versus Predator, where it's 11.26, which is just not acceptable for broadcast. So we send this through a little bit of a complex workflow where the first thing we do is we're going to measure it and determine, do we actually think this is a theatrical mix? You know, if by looking at the dialogue, the program, and the short-term loudness, and they all kind of fall within a particular category, that either we or you as a content owner or broadcaster have determined is a theatrical mix, then we're going to kind of go through these whole middle 2 lines of processing, which I'll get into. If it is not a theatrical mix and it's actually already for broadcast or close to being ready for broadcast, then we can skip the middle section and go through the R128 normalization. So there are lots of different approaches to this, and they're constantly being worked on. We're working on it with a lot of people who are interested in solving this problem. We've come up with a strategy that's been accepted fairly well globally at this point, although it's constantly a moving target and being worked on. We always work on the 5.1. And if you've got a dialogue loudness that is significantly lower than the program loudness, in many cases, you can initiate a better result by boosting the center channel a couple of LU. The dialogue's primarily in the center channel. The explosions happen to be in the surrounds typically and the LFE. That solves a lot of problems. And then we calculate some compression parameters. So not only a compression ratio, but what's important is that we call it a gain pivot. I believe you refer to it as the center of gravity. It is that loudness value around which you're going to perform some compression. You're going to bring the highs down, you're going to bring the lows up.
and even more importantly, a gain cutoff, which means anything below this LU do not bring up. And that keeps you from having a noise floor all of a sudden louder than you want it. So in our case, and also importantly, we compress the left and the right together as a stereo pair, and then the remaining 4 channels as mono files. So the compression is being performed on individual monos, and in one case a stereo file, not the 5.1 as a whole. So you've got individual interplay of the channels happening. We compress it, we measure it, and then we ask the question again. Does this fall into spec? Does the program loudness and the dialogue in the short term make sense for broadcast? If not, we can recalculate, because we're file-based, recalculate based on what the previous compression pass did, and do it again. Again, recalculating all of these parameters that feed the compression to try and bring that dynamic range into spec. Then we can ask ourselves again, do we need to run one more pass to bring the short term any closer to program? So the goal of this is to meet what Francois and a lot of the industry is concerned about, which is be able to adapt a theatrical mix in an automated fashion for a high percentage of the number of assets out there into broadcast standards, without ruining the artistic integrity, without over-compressing. If there's a foghorn and then there's a whisper after that, the whisper isn't as loud as the foghorn. I mean, all of those things that take place in specific movies. And we found that we can automate it for a very high percentage in the 80 to 85% range of assets. Once we've done this, we find that our results, which are actually in the third from the right column, I mean, even on the bottom, what started as an 11.25 difference between program and dialogue becomes 6. And 6 becomes acceptable. Some people in Europe are saying it has to be 3, but we found when you take some of those difficult assets to 3 LU, it does become too compressed. Finally, a product like what we provide for enterprise automation does need to fit in a larger environment, right? And then the question is, where can it fit and how does it fit? If you're ingesting tape assets, you could process the audio as you ingest it before you archive it. If you do a lot of transcoding, you could transcode, then audio process, and then archive it. Or transcode, audio process, and go to playout. Or finally, you've got an entire archive of stuff. You want to go archive, process, and back to archive. And when it comes to these kinds of integrations, we've made some partners who have performed integrations with our product to provide the overall workflow for video, audio, and in some cases even storage and things like that. And the commercial people who are doing this, Avid Interplay, Telestream Vantage, Sony MBC, and Harmonic Pro Media Carbon. And in many instances, broadcasters themselves or our direct customers have IT departments or third-party people who can do a custom integration with their own custom asset management system. A couple of the German state broadcasters, WDR, NDR, SBS in the Netherlands, and Arte in France. Questions? First question. I'm just wondering what. Sorry. I'm wondering if what is generally the reaction of the content owner in the marketplace to that? I mean, there's a couple of sides there. There's the side of the people that produce commercial. Like obviously, when they try to have a lot of loudness, there's a purpose behind that. Mm-hmm. So how do they react to that in general? And the content owner, I know from experience that a lot of the studios are very picky about their content. Yes. And to have automated tools fooling around with that, either at their level or even worse at the broadcaster's level, right. I guess there must be some reaction. I have a second question after that. But. Yes, there absolutely is. I mean, I think in terms of commercial producers, I don't deal with this necessarily directly, but my feeling is they realize they've kind of lost the battle because they caused the problem. I would guess that there are advertisers talking to post-production houses about what they can do to mitigate this or
maybe nudge their stuff up again. But that has been, for the most part, relegated. You need to match a program loudness, end of story. I think the bigger issue is when you talk about theatrical studio releases going to broadcast. Our take on it is we're working directly with the studios, with the content providers, to provide a solution that they find acceptable. And we've actually done that in many cases, and they've then dictated to all of their vendors who are providing them with the processed content to use our system because they've approved our system. So in that case, our strategy has been to go directly to the content providers and make sure they're happy with it before we go and sell it to a broadcaster who might need to do it. Because we've closed the loop in terms of our processing that, no, this has already been approved by the content provider. My second question is that as a customer, I like dynamic range. Mm-hmm. Like I have a fairly good system at home, and I tend to like a show with lots of dynamic range, either from a Blu-ray source or something that has not been tinkered with, and I like to maintain it to a certain level. Now, obviously, people in broadcast are trying to address more the average viewer situation, where they don't want to boost it a lot, because when the commercial arrives, obviously it will be it will wake up the neighbors. Mm-hmm. But that being said, we have to be conscious that as content distributors, as a TV station or network, mm-hmm. in the coming years there will be multiple output to our creation. Not only will it be on air, but also through the internet, where the limitation might be different there. So yes. An approach where you have to tinker with the actual file format, instead of having, for example, an approach where you have metadata and real-time output processing, for instance, may find a way that you need to generate different versions for different destinations. What's your general take on that? It's a very real problem that we're dealing with every day. One of the easiest and earliest answers was Dolby Digital, right? With the notion of their dynamic range compression, so that the decoder on the consumer side could do something different based on the way that not only the way that the content was encoded, but a setting on the user's decoder, right? So that in a sense solved it in a simplistic way of publish the content in one way, but allow the user to have some determination over how that sounds. I absolutely agree. I think some of this is coming in the future. Right now we see people playing out one spec out of a broadcaster. In the file delivery world, now I'm talking OTT and IP, the Amazons who are aggregating content across many different types and many different, then we as a manufacturer say, okay, well, here's where your single asset is, and it fans out into 15 formats. Well, you've got loudness to deal with on each of those 15 formats. So if they're all different specs, they need to be loudness corrected during your transcode process. And that's easier, I consider it to be easier to do in the case of an online aggregator who's going, okay, here's your OTT flavor, here's your iPhone flavor or your mobile device flavor, here's something that might have a better listening environment installed on it, those kinds of things. It seems to be easier to do it that way than to compensate it for that at the broadcaster level, where you're playing it out. You don't know if they're on a TV with 2-inch speakers or a 5.1 system. I think that needs to be kind of addressed from a consortium standpoint of, how are we going to format our playout system to deal with this? And who knows, maybe there will be another encoded format that comes along to deal with it better. Thank you. Autre question? Merci beaucoup. Thank you. Merci, Jim. Merci, Jayson. I'd like to present you a small reconnection. You
Right one, this one for you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, François. Bien, merci beaucoup d'être venu ce soir. J'espère que vous avez apprécié la soirée. N'hésitez pas, vous connaissez François, je pense, pour pas mal de gens d'entre vous. Et je pense que on n'a pas fini de parler encore de loudness, mais on a un bout de chemin de fait, puis je pense qu'on a des solutions pour l'avenir. Merci beaucoup pour votre visite encore et bonne fin de soirée.